encore plus, puisqu'il y en a qui ne sont pas observés dans ces 600 millions. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de phénoménal et d'énorme. Et donc, on va voir comment l'IA, par rapport à toutes ces attaques, comment l'IA a permis de démocratiser ces attaques et de les rendre encore plus faciles et rapides. Donc déjà, quelques exemples concrets. On voit que l'IA, aujourd'hui, permet en quelques secondes de faire des attaques automatisées et personnalisées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre, par exemple, comment en fait comment dire, une entreprise, par exemple, un employé dans une entreprise, on va pouvoir reprendre automatiquement son entreprise, on va pouvoir reprendre automatiquement des fournisseurs avec qui il travaille et pouvoir faire des cas concrets d'attaque qui sont très réels et euh, qui paraissent plausibles parce que ça reprend des éléments dont la personne est habituée. Va y avoir aussi des deepfakes, donc on a tous vu, je pense, passer des vidéos de Poutine ou de Obama, c'est ceux qui reviennent très régulièrement, de personnes qui sont imitées sur Instagram, TikTok ou autres, où on leur fait dire du n'importe quoi, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Récemment, même il y a quelques mois, il y a des avatars qui sont sortis, c'est-à-dire qu'on se filme et en temps réel, comme un filtre avant, par exemple, sur des réseaux sociaux, ça permet à la personne de ressembler à, je vous disais, Poutine, Obama, Trump, etc. Généralement, c'est des personnalités politiques qui sont copiées et c'est très crédible et c'est en temps réel. Donc voilà, on reviendra sur des cas justement qui sont produits dans le webinaire. Ensuite, vous avez du phishing qui est de plus en plus impossible à détecter à l'œil nu, puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes qui nous permettent de répliquer très rapidement, en quelques minutes, des sites complets ou faire justement des faux sites en mettant des logos, des choses comme ça, et qui sont vraiment réalistes. C'est-à-dire on a l'impression d'être vraiment sur le vrai site, que ce soit bancaire ou que ce soit pour le paiement d'amende ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont très régulièrement faites. Pour tout organisme de chaque pays, c'est-à-dire on prend les organismes de police, les organismes d'amende, de contravention routière, des choses comme ça, et automatiquement on fait des relances, on demande des paiements, et vu que c'est très bien fait et que les sites sont répliqués, souvent les gens malheureusement tombent dans le panneau et se font avoir. Donc voilà un petit peu, là je vous ai posé un petit peu le contexte en vous donnant quelques exemples concrets pour savoir de quoi on parle. Maintenant, dans ce webinaire, on va développer 4 grands axes. Déjà, comment la cybercriminalité évolue à l'ère de l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA apporte vraiment de nouveau et au niveau contexte international, quel est l'état, on va dire, un peu de la cybercriminalité. Où est-ce que se situent vos fragilités? Ça, je pense, c'est des domaines qui vont plus vous intéresser, c'est-à-dire dans vos organisations respectives, quels sont les points d'attention qu'il faut surveiller particulièrement pour justement éviter des risques, on va dire, inutiles ou qui pourraient facilement être contrés. Ensuite, 4 leviers de maîtrise. Donc, on va parler de choses concrètes. On ne va pas détailler tous les référentiels qui existent de l'ANSSI, de la 27001, toutes les ISO, etc. Il y a beaucoup de textes qui existent aujourd'hui et il y en a encore d'autres qui sont en train d'être faits. L'idée, ça va plutôt être d'extraire un petit peu l'essence de ces textes-là, les grands principes de base à appliquer et comment justement maîtriser votre SI concrètement avec des outils ou avec des méthodes. Et enfin, on finira par un point important, parce que l'IA, c'est quand même la plus grande opportunité de ce siècle. Donc, ça va être de savoir comment on peut innover justement avec discipline et ne pas se faire avoir, ne pas rentrer dans les travers et s'exposer inutilement à des risques, mais quand même utiliser cet outil qui est vraiment surprenant et qui peut nous faire énormément de choses, gagner énormément en productivité. Donc voilà, voir un petit peu le côté aussi positif. On parle plus du côté positif, c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est concentré sur le risque, mais il y a quand même un côté extrêmement positif pour toutes les organisations. Donc voir justement comment on peut profiter de cette innovation. Avant déjà de continuer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas au fil du webinaire ou dès que vous avez des questions, en tout cas à les poser. On les reparcourra justement dans la session de questions-réponses. Donc soit gardez-les pour vous, soit mettez-les dans le chat. Dans tous les cas, j'essaierai de répondre au maximum de questions en fonction du temps qui nous restera. Donc, la première partie, c'est l'évolution de la cybercriminalité. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un changement d'échelle. On passe d'une attaque qui était principalement artisanale avant, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, en fait, avant, il y avait besoin de compétences qui étaient quand même limitées, qui étaient quand même rares.
Et il y avait beaucoup de dépendance à l'humain. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, si vous aviez un hacker qui prend, je ne sais pas, 2, 3 ans à se former, à comprendre comment fonctionnent les choses, même des gens qu'on peut appeler génies ou des choses comme ça va prendre un certain temps avant qu'ils puissent réaliser justement ce qu'on appelle des hacks, des attaques contre des gouvernements, contre des entreprises, etc. Donc, pour mettre en place tous ces éléments-là, ça prenait du temps. La personne devait être investie. Il y avait des groupes, enfin il y a toujours, mais il y a des groupes aussi malveillants qui se réunissaient pour pouvoir justement coder, pour pouvoir mettre en place des simulations, des attaques, des scénarios, etc. Donc c'est des choses qui étaient assez rares et ça prenait du temps. Et même le fait de communiquer, c'était surtout des personnes isolées. C'est-à-dire qu'il y a quelques groupes, bien sûr, malveillants qui sont connus mondialement, mais c'était surtout des personnes isolées qui voilà, travaillaient de leur côté, on va dire, pour être malveillants. L'IA rend tout beaucoup plus simple. C'est-à-dire comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour vous d'écrire des emails, de produire des documents, de poser des questions pour faire des recherches, des choses comme ça. Toute cette partie-là que vous utilisez pour vous aider dans votre travail, vous aider dans votre vie personnelle, ça peut être utilisé aussi malheureusement pour faire des choses malveillantes. Donc, c'est-à-dire pour automatiser du code, pour en parler justement de répliquer des sites complets rapidement. Donc, c'est des choses voilà, qui peuvent être utilisées. Ça reste un outil, donc ça peut être utilisé en bien comme en mal. Et malheureusement, il y a des gens qui utilisent en mal. Et donc, ça permet une automatisation importante. Donc, c'est-à-dire que on peut personnaliser massivement, on peut mettre des listes d'entreprises et automatiquement, il va décliner par rapport à toutes ces listes d'entreprises qui ont été fournies. Donc, je ne sais pas, je vous donne un exemple. On fait une recherche, par exemple, sur votre IA préférée. Vous leur demandez, voilà, donnez-moi toutes les entreprises de tel État des États-Unis. Il va vous faire la liste de toutes les entreprises. Par rapport à ces entreprises-là, donnez-moi leur adresse de contact. Il va vous donner les adresses de contact. Et après, vous avez votre virus ou votre email de phishing que vous allez diffuser automatiquement par rapport à ces éléments qui ont été récupérés très rapidement. Là, on parle pour le diffuser, mais même avant pour le créer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous aider, comme les développeurs font pour leur code, vous allez pouvoir vous aider de l'IA pour développer plus rapidement vos outils malveillants. Donc, il y a vraiment une industrialisation. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, voilà, on parlait des 600 millions là, qui ont été observés par Microsoft. Je suis convaincu que c'est un nombre qui va exploser. Déjà, ça a explosé l'année dernière, mais je pense qu'il va encore, de manière exponentielle, encore augmenter parce que tout est rendu plus facile, plus rapide. Et voilà, on a besoin de s'adapter. Nous, à notre niveau, au niveau de nos SI respectifs, mais aussi les grosses entreprises mondiales, style Microsoft, Google, etc., ont besoin aussi de s'adapter, et tous les éditeurs aussi d'antivirus, logiciels de protection, ont besoin de s'adapter en continu parce qu'il y a beaucoup d'évolutions au niveau des outils IA qui apportent énormément de changements à l'échelle mondiale. Donc, un point de contexte général pour vous poser un peu des questions par rapport à l'IA. Aujourd'hui, l'IA, juridiquement, c'est la responsabilité du dirigeant. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de référentiels, il y a un ensemble de textes, de conformité à respecter, peu importe le pays, hein. Là, c'est vraiment quelque chose d'international. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités, mais de manière plus globale, on a voilà, des textes un peu fondateurs qui sont plus ou moins déclinés et qui sont plus ou moins respectés. Mais on va avoir l'IA Act, on va avoir Nice, la directive Nice 2 qui est sortie. Au niveau européen, on a le règlement de protection des données à caractère personnel, donc le GDPR en anglais. On va avoir au niveau mondial, peu importe les projets, des exigences de partenaires internationaux, c'est-à-dire que de plus en plus, que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des financements par des investisseurs, que ce soit au niveau des partenariats sur des gros projets, les gens demandent des garanties, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils demandent des garanties de protection, c'est-à-dire d'être rassuré sur le fait que vous avez une gouvernance au niveau de votre système d'information, que les choses sont gérées en fait tout simplement, c'est-à-dire que vous avez conscience du risque, que vous mettez en place des choses pour mitiger ce risque, que voilà, vous avez connaissance, que vous avez certaines vulnérabilités, etc., etc., et que surtout vous avez un plan en place. C'est-à-dire c'est pas juste dire oui, je sais que je peux me faire attaquer, c'est voilà, je sais que je peux me faire attaquer, voilà les éléments qui selon moi sont sensibles par rapport aux analyses qui ont été effectuées, soit par les équipes internes, soit par d'autres, et ensuite
et ensuite tout simplement que ce soit effectif. Et enfin, on parlait de partie conformité. On va avoir toutes les autorités nationales de protection des données. Donc en France, on a l'ANSSI, on a la CNIL, on a beaucoup de choses. Euh, dans d'autres pays, voilà, chacun a son ANSSI généralement à minima, et souvent d'autres organismes, soit qui sont reliés à des ministères, ou soit qui sont indépendants. Souvent, c'est indépendant, c'est mieux que ce soit indépendant, parce que voilà, sous la pression d'un ministère, ça peut créer des conflits d'intérêts, on va dire. Donc souvent, c'est indépendant. Et ça permet justement de s'assurer que les données des utilisateurs, donc de nous tous, sont protégées correctement et sont utilisées correctement par les administrations, par les entreprises, par tous ceux qui peuvent avoir accès justement à ces données-là. Donc voilà, beaucoup de choses sur ce cadre réglementaire. Ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est comment vous gérez en fait officiellement les choses, c'est-à-dire qui porte la responsabilité du risque IA. Donc déjà, est-ce que ce risque a été identifié et qui le porte au sein de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez démontrer que vous avez une gouvernance en cas d'incident? C'est-à-dire si un incident se produit, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà des scénarios qui ont été testés? Ça, on va dire que c'est le mieux. Mais déjà, même sans parler de scénario, est-ce que des choses sont identifiées? Et voilà, comment ça se passe? Euh, et ensuite, est-ce que votre organisation est prête à assumer publiquement une cybercrise? Aujourd'hui, dans la grande majorité des pays, si ce n'est tous les pays à ma connaissance en tout cas, quand vous êtes un organisme qui gère des données des utilisateurs, si ces données ont été affectées, vous devez en parler en fait publiquement, c'est-à-dire exprimer par rapport à cette crise qu'il y a eu, l'attaque, qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes, hein. Bien sûr, on ne vous demande pas un détail spécifique, mais en tout cas, on vous demande de communiquer ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui a été affecté. Donc ça, je pense, vous entendez régulièrement des choses, ce qu'on appelle des fuites de données. Il y a eu le Maroc qui a été pas mal touché dernièrement, le Sénégal aussi, avec l'administration. Voilà, il y a des données qui fuitent. Et ces données, généralement, on dit, voilà, il y a tant de millions d'utilisateurs ou tant de milliers d'utilisateurs. On a les informations, je sais pas, les informations bancaires ou les informations d'identification. Donc, ce qu'on appelle les informations d'identification, souvent, c'est nom, prénom. Ça va être le numéro de carte nationale ou des choses comme ça, ou le passeport. Voilà. En tout cas, c'est des informations qui sont censées rester privées et personnelles, ou du moins qui sont censées être utilisées de manière restreinte dans les administrations. Et donc, quand elles fuitent, forcément, il faut communiquer par rapport à ça. Alors plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest, parce que c'est une zone qui bouge beaucoup et où il y a justement pas mal de contrastes. Donc ce qu'il faut voir, c'est que déjà il y a une accélération de la transformation numérique, heu, de manière globale. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte des outils, il y a une volonté aussi de développer. Alors une volonté que ce soit au niveau des entreprises, mais surtout au niveau étatique. C'est-à-dire la plupart des États de la sous-région ont des plans ambitieux, de transformation, de leurs services publics, de transformation interne, d'accès aussi aux services tout simplement, c'est-à-dire d'avoir un Internet qui est correct sur toute la couverture du territoire. Enfin voilà, il y a vraiment une volonté globale de développer le numérique dans toute cette sous-région. Donc une accélération avec des financements, avec des budgets qui sont débloqués, avec des mesures concrètes qui sont mises en place. Donc voilà, c'est vraiment l'accélération qu'il faut retenir. Malheureusement, on va dire qu'il y a deux choses qui contrebalancent. Il y a déjà une dépendance. Alors, il y a plusieurs dépendances, mais il y a une dépendance déjà souvent au financement. C'est vrai que souvent, c'est un problème bloquant. Et ensuite, il y a une dépendance en termes de compétences. Alors, il y a plusieurs niveaux de compétences, mais on va dire qu'il y a des compétences au niveau des fournisseurs où on ne trouve pas forcément tous les fournisseurs dont on a besoin pour développer. Euh, voilà, si on parle d'acteurs numériques majeurs, on va dire sur la sous-région, euh, vraiment en partie Afrique de l'Ouest, à part Sonatel et peut-être un ou deux autres, on est vraiment sur en tout cas peu d'acteurs majeurs. Si on vous parle d'acteurs majeurs, par exemple, dans l'informatique aux États-Unis, vous allez pouvoir en citer 5 à 10 très facilement. Les Microsoft, les Google, les Amazon, etc. Très rapidement, vous allez pouvoir en citer une liste assez importante. Pareil au niveau Chine, avec les Alibaba, etc. On peut trouver très rapidement une liste assez conséquente. C'est vrai que quand on regarde sur l'Afrique de l'Ouest, vraiment des gros acteurs qui permettent des changements très importants, ça reste encore assez rare. Donc il y a cette dépendance par rapport aux fournisseurs aujourd'hui étrangers sur des spécialités justement et sur des développements qui ne sont pas forcément évidentes. Et ensuite, les dépendances aux compétences justement internes aussi. Donc ça, c'est plus lié à tout le système éducatif
et toute la formation, on va dire, professionnelle. Aujourd'hui, dans, je pense, la majorité des pays, alors je ne connais pas tous les pays de la sous-région, mais en tout cas, sur tous les pays que je connais, il y a un déficit d'ingénieurs ou d'informaticiens qui sont produits par rapport aux ambitions. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions très importantes en termes de numérique, mais aujourd'hui, les talents ne sont pas produits assez vite par les pays. Et ceux qui ont déjà été produits, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en poste dans les organisations, ne sont pas forcément, n'ont pas forcément, on va dire, les outils et les armes pour pouvoir s'attaquer à tous ces défis-là. Voilà, il y a ce problème, on va dire, de dépendance et de mise à niveau voilà, qui est là. Et on a aussi ce que j'ai appelé une structuration insuffisante. Donc, c'est vraiment la structuration, c'est vraiment en termes structurels. Donc, ça regroupe un peu justement l'éducation, la formation professionnelle, mais un peu aussi tout ce qui est gouvernance au sein des entreprises. La majorité des entreprises et même des ministères. Alors, ça s'améliore énormément, hein. C'est plus le cas, c'était beaucoup le cas il y a, on va dire, 2-3 ans. Maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais c'est vrai que la majorité, soit n'ont même pas de département informatique ou SI, soit ont voilà, une ou deux personnes qui vont s'en occuper. Euh, et s'ils ont quelque chose de spécifique, généralement, voilà, il y a une structuration, on va dire, qui est insuffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas une définition claire des rôles, on ne sait pas exactement forcément ce qui est attendu. Voilà, la direction dit qu'elle veut mieux, plus vite, qu'elle a besoin d'outils. Là, l'IA, en plus, voilà, c'est en pleine expansion, donc forcément, tout le monde veut de l'IA, mais il n'y a pas forcément derrière la structure, on va dire, qui suit. Donc maintenant, on a fait un peu un point global sur lequel je me suis pas mal attardé, sur justement le changement d'échelle au niveau international, au niveau de la conformité, au niveau de la sous-région. Maintenant, on va voir un petit peu où se situent vos fragilités, c'est-à-dire quels sont vos domaines d'exposition. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, je vous ai pris 4 exemples. Il y a des vulnérabilités qui sont nouvelles et qui sont très difficiles à tester. Donc on va parler par exemple du deepfake. Donc j'ai une analyse, enfin j'ai une anecdote par rapport à ça. Euh, il y a enfin la police de Hong Kong a divulgué le fait qu'il y a eu, a communiqué, plutôt pas divulgué, puisque c'est une communication officielle, qu'il y a eu une attaque qui a été réalisée et qui a été menée à bien d'un montant de 25 millions de dollars, enfin l'équivalent de 25 millions de dollars, parce qu'ils sont en dollars hongkongais, mais voilà, l'équivalent de 25 millions de dollars américains, sur un virement, enfin plusieurs virements, une suite de virements qui ont été faits par le responsable financier d'une entreprise parce qu'il croyait justement qu'on lui avait dit de le faire. Et donc, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Il y a cet employé en fait qui a été contacté par mail. Son directeur financier lui a dit qu'il y avait une réunion urgente pour faire un certain nombre de virements. Il s'est connecté à cette réunion-là et il y avait justement du deepfake. Et donc, en fait, il s'est retrouvé avec toute l'équipe qu'il connaît habituellement, c'est-à-dire avec son directeur financier, avec ses différents comptables ou membres de la direction. Je n'ai pas la liste exhaustive des personnes qui étaient présentes, mais en tout cas, tout son comité qui était habitué à décider des virements. Et en fait, c'était en temps réel. Donc lui, on lui a dit, voilà, il faut faire tel virement. C'est venu d'une autorité pour lui, parce qu'il n'a pas vu que c'était faux, en fait, tout simplement. Et donc, il a réalisé cette suite de virements qui s'est estimée à 25 millions de dollars. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ça peut être important. Et ça, c'était début 2024. Donc, il y a presque maintenant 2 ans. Donc aujourd'hui, les outils sont encore plus évolués et sont encore plus développés. Donc vous voyez un petit peu le genre de malveillance qu'on peut réussir à faire et comment on peut piéger des gens, parce que là, c'est vraiment du piège d'utilisateur. Donc comment on peut piéger les gens avec ce genre d'attaque. Donc là, on joue vraiment sur la personne. On se fait passer pour quelqu'un d'autre, parce que c'est ça le principe du deepfake. Là, c'était en plus une vidéoconférence, donc quelque chose de vraiment très réaliste. Et la personne s'est fait avoir sur des montants qui sont énormes et des pertes qui sont énormes pour l'entreprise. Donc voilà un peu l'impact que ça peut avoir. Vous avez le phishing, bon, ça c'est le plus connu, de toute façon le moyen le plus connu. Vous recevez tous, je pense, des emails de spam. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est des choses qui sont beaucoup plus développées, qui se font beaucoup plus rapidement et beaucoup plus personnalisées, parce qu'avec les informations publiquement disponibles sur Internet, les choses sont vraiment personnalisées pour qu'on vous fasse croire que c'est vrai, en fait, tout simplement. Vous avez un autre type d'attaque qui est le prompt injection. Donc aujourd'hui, au sein des entreprises, vous avez beaucoup d'entreprises ont leur propre IA.
que ce soit par le biais de chatbots, par le biais d'aides aux utilisateurs, par le biais d'outils qui vont venir pour un service particulier que l'entreprise va offrir. Et aujourd'hui, on est capable de manipuler justement ces IA internes en injectant des prompts. Donc les prompts, c'est les phrases que vous écrivez justement pour demander quelque chose à l'IA. Ces phrases peuvent être détournées de manière malveillante pour vous infiltrer dans un système ou pour extraire des informations que vous n'êtes pas censé avoir. Et ensuite, on a le Shadow IA, donc on connaît le Shadow IT, donc qui est l'utilisation, on va dire, d'outils qui ne sont pas censés être utilisés dans votre entreprise, c'est-à-dire qui ne sont pas en conformité par rapport à vos règles de l'entreprise ou qui ne sont pas dans le cycle de décision, on va dire, standard. Aujourd'hui, il y a la même pratique, mais avec les IA, c'est-à-dire qu'il y a on a beaucoup de mal de manière générale à contrôler ce qui est donné aux IA. Et les gens l'utilisent un peu pour jouer ou un peu pour tester des choses et malheureusement transmettre des informations qui ne devraient pas être transmises. On a eu par exemple, pour prendre un exemple de l'actualité, on a eu l'exemple avec Samsung où il y avait 2 développeurs qui ont fait tout un module sur les dernières versions des téléphones, qui ont en fait partagé leur code avec un IA pour les aider justement à travailler plus vite. Et du coup, du code qui était censé être confidentiel et la propriété intellectuelle de Samsung, qui fait justement leur force et leur argument de vente, il a été partagé avec un IA de manière publique. Alors, semi-public, hein, c'est pas publié sur des sites internet, mais en tout cas, ça a été partagé avec une autre entreprise sans contrôle. Donc c'est un peu ça justement le shadow IA. C'est savoir ce qu'on partage et comment on partage aux autres entreprises. Et un petit chiffre pour exprimer tout ça, donc ces vulnérabilités, il faut savoir que 74% des vulnérabilités appliquent un facteur humain. Donc aujourd'hui, tous les exemples de toute façon que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire oui, il y a une faille technique où il y a quelque chose qui est exploité, mais à la base, l'entrée, on va dire le point d'entrée, est un utilisateur et un être humain. Donc, et c'est le cas justement de presque 3 sur 4 attaques. Donc les angles morts qui amplifient le risque IA. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de votre organisation, vous avez un ensemble de choses qui gravitent autour de ça et qu'il faut prendre en considération justement pour se protéger correctement. Donc au niveau de votre organisation, vous allez déjà avoir tout ce qui est gouvernance. Donc la gouvernance au sens large, ça va être tous vos processus, tous vos éléments mis en place pour décider et pour faire évoluer votre organisation. Donc là, on parle de la gouvernance, bien sûr, SI, pas de la gouvernance de l'entreprise globale, mais ça va être votre direction, ça va être comment vous décidez les choses, ça va être vos comités, vos responsabilités au sein de votre SI, comment est organisé votre SI, etc., etc. Donc vraiment tous les éléments qui vont permettre la décision. Ça va regrouper justement aussi une politique liée à l'IA. Donc, c'est-à-dire ça va être un référentiel interne de l'entreprise qui explique comment on utilise l'IA, qu'est-ce qui doit être utilisé comme outil et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Pareil pour vos données, donc c'est-à-dire beaucoup de cadres, on va dire. C'est-à-dire que vos données, on doit savoir quelles sont les données qui sont sensibles, quelles sont les données qui peuvent être partagées, les catégoriser, avoir une sensibilité pour les données et des traitements adaptés par rapport à cette sensibilité. Ensuite, toujours dans la structure, on va dire, ça va être au niveau des fournisseurs. Alors, je vous ai donné l'exemple justement des développeurs de Samsung qui ont fourni du code confidentiel dans une IA. Ça va être justement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fournit à nos prestataires, à nos fournisseurs, qu'est-ce qu'on leur donne comme données, parce qu'on a forcément besoin de leur donner certaines informations pour travailler. Donc, contrôler justement les informations qui sont données et eux aussi, ces informations, qu'est-ce qu'ils en font? Aujourd'hui, je ne sais pas, vous passez par un organisme de paiement, par exemple, on va prendre l'exemple des banques. Vous vous attendez à ce que les banques ne divulguent pas tout ce que vous faites sur vos comptes, quelles sont vos entrées d'argent, quels sont vos codes de carte bleue, tout ça, vous vous attendez à ce qu'il y ait une confidentialité. Et en fournissant ces informations-là à la banque, vous savez qu'elles sont en théorie protégées. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire vous, quand vos clients vous donnent des données, vos clients s'attendent à ce que ce soit protégé. Ils ne s'attendent pas à ce que vous donniez ces données à tout le monde et qu'elles soient disponibles publiquement peut-être quelques semaines ou quelques mois après. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire comment vous contrôlez vos fournisseurs pour vous assurer qu'eux aussi respectent un minimum de bonnes pratiques pour que les choses se passent bien. Et enfin, un point souvent négligé, c'est la crise. C'est-à-dire si une crise arrive, comment vous faites, tout simplement. C'est-à-dire s'il y a une attaque ou s'il y a une compromission importante, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites?
Donc voilà, donc malheureusement, sans ce cadre structuré, l'IA va amplifier toutes les fragilités existantes de votre organisation. Et là, on parle vraiment voilà, de base. C'est sûr que c'est moins sexy que certaines paillettes ou que certaines choses qui sont vendues. Mais voilà, il y a des bases à avoir, il y a des choses à mettre en place pour garantir un certain cadre avant d'aller plus loin et avant de pouvoir profiter justement aussi de toute l'innovation. Donc maintenant, je vais vous poser à tous ces questions-là. C'est-à-dire, c'est un peu pour évaluer votre maturité au niveau de l'IA et pour voir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Donc, c'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, comme on l'a dit, touche tous les domaines de l'entreprise. Donc, quelle est votre maturité par rapport à ça? C'est-à-dire déjà, première question, est-ce qu'une responsabilité formalisée du risque IA est-elle définie? Donc, c'est-à-dire, est-ce que votre risque, il est pris en compte déjà tout simplement? C'est-à-dire déjà, est-ce que vous faites des analyses de risque? Première étape. Et ensuite, dans ces analyses de risque-là, est-ce que l'IA est pris en compte? Donc ça vous permet de savoir déjà de manière globale si déjà vos risques sont analysés et sont gérés, et deuxièmement, si l'IA est intégrée dedans. Ensuite, on va parler de la politique de sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire est-ce qu'elle intègre explicitement les usages liés à l'IA. Donc, c'est-à-dire la politique va être votre référentiel interne de sécurité. Forcément, si vous intégrez un outil comme l'IA qui va être utilisé par tous les départements, où il y a des informations potentiellement confidentielles qui vont être divulguées et que vous savez à quel point tout le monde l'utilise, forcément, ça doit être maîtrisé. On doit expliquer dans ce document, encadrer justement son usage, savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé dans votre entreprise, et voilà, comment on peut faire aussi des expérimentations, parce que si vous bloquez tout, ce n'est pas non plus une solution, parce que les gens trouveront d'autres moyens aussi de contourner. Donc l'idée, c'est de laisser quand même un peu de champ libre, mais pas trop pour que ce soit maîtrisé et que vous puissiez savoir ce qui se passe exactement. Troisième point, c'est vos données sensibles sont être classifiées et contrôlées. Donc on parlait des données qui sont un élément essentiel. C'est savoir justement dans vos données, est-ce qu'elles sont sensibles ou pas? Est-ce que c'est des données qui peuvent être transmises? À qui elles peuvent être transmises? Donc comment elles sont classifiées? Et après, est-ce qu'il y a un contrôle derrière ça? Parce que c'est bien beau de dire que, par exemple, je sais pas moi, telle donnée, tel rapport financier, par exemple, je peux le transmettre qu'à la direction générale et aux actionnaires. Il est transmis à quelqu'un d'autre. Alors, soit on n'a pas connaissance de la règle et il est transmis à quelqu'un d'autre par une des personnes qui est responsable de la transmission, soit il y a connaissance de la règle, elle a été enfreinte, mais il n'y a aucun contrôle derrière, donc en fait, il n'y a aucun moyen de savoir si ça a été transmis ou pas. Donc voilà, il y a une première phase, c'est la classification, l'identification, enfin l'identification d'abord, puis la classification ensuite, avec les traitements adaptés. Mais après, il y a aussi une phase de contrôle, c'est-à-dire on oublie souvent qu'il faut contrôler ce qui est mis en place. Si on met en place mais qu'il n'y a aucun contrôle, forcément, vous imaginez bien que ça ne va pas durer longtemps. Donc c'est aussi cette phase de contrôle qui est importante. Le quatrième point, c'est les fournisseurs, justement. Donc, est-ce que vos fournisseurs sont évalués par rapport au risque de l'IA? Et le dernier, c'est est-ce que vous avez testé un scénario de cybercrise lié à l'IA? Donc, voilà. Vous pouvez prendre l'essence, on va dire, de ces questions. Là, elles sont appliquées à l'IA parce que c'est le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Mais vous pouvez prendre l'essence, c'est-à-dire vous pouvez savoir si vous avez déjà des risques, si vous avez déjà une PSSI, si vous avez déjà une classification des données, si vos fournisseurs sont évalués un minimum, et si vous avez des scénarios de cybercrise. Déjà, avant de parler de l'IA et de l'intégration de l'IA dans ça va être vraiment des piliers qui vont vous permettre déjà de maîtriser un peu ce qui se passe dans votre récit. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de choses, en fait, sur le cadre, plus que sur l'exécution technique. Il faut savoir que la cybersécurité, c'est principalement du cadre. Il n'y a pas de, enfin, c'est principalement. Il y a bien sûr une partie technique, mais on va dire que les trois quarts de la conformité et de la cybersécurité, ça va être de la gestion, ça va être du management, ça va être des ressources humaines, ça va être l'application de règles, ça va être s'assurer qu'elles sont bien appliquées, beaucoup de supervision aussi. Donc voilà, ça va être beaucoup de ça avant la partie technique. C'est-à-dire la partie technique, en fait, va venir appliquer tout ce qui a été décidé et comment ça a été décidé et permettre de verrouiller, on va dire, les choses et d'aider les personnes qui sont responsables du contrôle. Mais la partie technique vient en second. C'est-à-dire on ne prend pas un outil parce que c'est le dernier outil à la mode. C'est-à-dire on évalue ce qu'on a besoin et ensuite on met un outil qui va venir répondre à ces besoins. Donc ça, c'est bien important de comprendre cette nuance-là. Léa, déjà, juste pour confirmer,
que tout se passe bien, qu'on entend bien, que tout est bon. Et ensuite, vous allez avoir un sondage justement par rapport à ça, pour évaluer un petit peu, rapidement comment vous considérez votre maturité au sein de votre organisation. Donc, dites-nous si vous voyez le sondage et Tout à fait. Il y a deux questions en fait qui ont été publiées. Une première sur quel est votre rôle principal dans l'organisation, et puis je viens de publier la deuxième question sur effectivement la maturité en termes de cybersécurité de votre organisation. très bien. Donc voilà, je vous laisse répondre du coup à ces sondages. Voilà, faites cet exercice, c'est intéressant justement de savoir un petit peu où on en est, savoir comment vous percevez aussi votre SI respectif, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que se rendre compte déjà d'un peu des vulnérabilités, de ce qui ne va pas, ça vous permet déjà voilà, d'avoir une première étape de fait et de voir un petit peu ce qui doit être fait derrière. Donc, je vais vous laisser répondre à tout ça. Et puis, on reviendra de toute façon aussi dans les questions-réponses un petit peu. Je pense que vous aurez aussi sûrement des questions par rapport à tout ça. Très bien. Donc, maintenant qu'on a vu justement un petit peu tout le contexte, l'évolution de l'IA, et ensuite toutes les vulnérabilités potentielles et un petit peu ce que ça change. Maintenant, comment on va maîtriser tout ça? C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de risques, on a beaucoup parlé d'attaques, de problématiques qu'il y a eu. Maintenant, vous me direz, c'est bien, mais comment on fait et qu'est-ce qu'on fait justement pour se protéger de tout ça? Donc, on va voir 4 leviers principaux. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est pas de vous faire une liste de tous les référentiels et tout ce qui peut être mis en place. C'est vraiment de vous donner des clés concrètes euh, pour justement pouvoir concrètement changer les choses dans vos organisations, sans parler de référentiels, sans parler de ISO, de choses comme ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, je pense que vous l'avez un peu compris avec le nombre de fois où je l'ai répété, mais l'IA, c'est un sujet de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une implication transversale dans les entreprises de tous les acteurs. Vous allez déjà avoir la direction ou votre comité exécutif qui va arbitrer et qui aura la responsabilité finale. C'est-à-dire c'est eux qui vont décider, c'est eux qui gèrent l'entreprise. Donc c'est à eux de décider par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport aux fonds aussi à disposition, par rapport aux fonds qu'ils souhaitent aussi mettre dans ce développement et dans cette innovation. Qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait. Donc c'est à eux de décider, bien sûr. C'est eux qui ont l'arbitrage et le dernier mot. Ensuite, vous allez avoir la DSI qui est responsable du pilotage stratégique du SI. Donc, généralement, ils ont une stratégie numérique ou ils ont une feuille de route, en tout cas, ou un schéma directeur, ou les trois, mais qui va être responsable un petit peu de l'intégration, justement, de ces projets IA dans les différents projets, que ce soit de l'ERP, que ce soit de la connectivité, que ce soit du télécom, enfin voilà, peu importe les projets qui sont en cours, va y avoir l'intégration de l'IA et comment on l'intègre et comment c'est fait, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, le pilotage stratégique. Ensuite, vous allez avoir le RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui lui va être plus sur la partie conformité et risque. Donc, il va devoir intégrer justement tout ce qui est lié à l'IA. Donc, on a beaucoup parlé de nouvelles menaces, de nouvelles vulnérabilités, voilà, que l'IA doit être intégrée dans sa politique de sécurité, qu'elle doit être intégrée dans ses risques, etc. Donc, ça va être surtout le rôle du RSSI, qui lui va voir justement par rapport un peu à tout ce qui se fait dans le domaine et à tous les outils qui sont utilisés en interne, plus la réglementation applicable, qui va voir un petit peu ce qu'il y a lieu de faire et à quoi on est exposé. Et ensuite, on va avoir les opérations, donc ce que j'appelle les opérations au sens large, hein, ça peut être les techniciens informatiques, ça peut être des équipes dédiées à la sécurité, ça peut être plein de choses, mais qui vont mettre en œuvre les contrôles. Donc comme vous le voyez, on a 3 étapes avant en fait d'arriver à la mise en œuvre technique. Donc c'est-à-dire on a toute une définition et une formalisation avant de mettre en place techniquement justement ce qu'on appelle des contrôles, donc des mesures qui vont s'assurer que les règles qui ont été dictées et qui ont été voilà, les bonnes pratiques qui ont choisi d'être mises en place dans cette entreprise sont réellement mises en place. Et donc, il faut savoir que tout ce qui n'est pas formellement attribué n'est pas réellement piloté. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Tout simplement, vous imaginez bien que si vous ne savez pas en fait ce que vous devez mettre en place ou ce que vous devez suivre, forcément, il n'y a aucun moyen de le piloter. Si vous lancez une phrase, on va dire un peu comme ça, je veux mettre en place de l'IA dans mon entreprise,
ça veut tout et rien dire. C'est de l'IA par rapport à quoi? C'est appliqué à tous les départements, c'est appliqué à un processus bien spécifique de l'entreprise, qui a accès exactement. Enfin, vous voyez, si ce n'est pas défini et qu'il n'y a pas des choses formellement attribuées, il n'y a aucun moyen de le piloter derrière et de dire est-ce que ça a bien été fait ou est-ce que ça n'a pas bien été fait. Voilà, je vais prendre un exemple très large volontairement, hein, mais voilà, si l'implémentation n'est pas définie clairement, si on ne sait pas ce qu'on doit faire, forcément derrière, on ne peut pas le piloter, on ne peut pas le contrôler. On a ensuite une phase de formalisation, donc ça encore, voilà, on en a beaucoup parlé, hein, mais c'est vraiment important de formaliser comment va enfin, qu'est-ce que l'IA va changer et comment elle va être encadrée. C'est-à-dire, on a la politique de sécurité des systèmes d'information qui doit être actualisée. Donc, pour rappel, c'est notre cadre global de sécurité, donc qui définit les rôles, les règles et les contrôles qui sont appliqués. Donc, forcément, on doit intégrer l'IA dans cette politique-là. Cette politique-là, d'ailleurs, en théorie, doit être mise à jour tous les ans pour justement ce genre de cas. C'est-à-dire que tout changement important dans l'organisation, doit être intégré dans cette politique. Donc, vous avez un nouvel outil, vous changez par exemple de logiciel, ou vous changez toute une partie du parc, ou vous avez un nouveau site, ou etc., etc. Tout changement important dans l'organisation doit être répercuté dans cette politique, puisque forcément, il va y avoir des changements de règles, il va y avoir des adaptations, il va y avoir des évolutions. Donc, tout ça, bien sûr, l'IA, ça rentre pile dans ce cadre-là, c'est-à-dire c'est une évolution majeure qui est utilisée par quasiment tous vos employés, tous ceux en tout cas qui veulent bien l'utiliser. Donc forcément, ça doit être intégré, ça doit être actualisé. Et vous allez avoir une politique plus précise, donc c'est-à-dire là, ça va être une politique d'usage de l'IA qui va vous expliquer quels sont les outils autorisés, déjà, quelle IA on peut utiliser, comment on l'utilise, quelles sont les données interdites. Donc on parlait de données qui ont été divulguées. Donc voilà, vous allez avoir peut-être une certaine typologie de données ou certaines données qui ne pourront pas être mises dans les IA. Et ensuite, les conditions, ce que j'ai appelé les conditions d'expérimentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est un cadre spécifique ou est-ce qu'on peut, voilà, si on est dans un logiciel spécifique, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut sur cette IA-là ou est-ce qu'il y a certaines restrictions, est-ce que ça s'applique à certains processus uniquement, etc., etc. Donc voilà, un peu détailler comment en fait utiliser l'IA. Et encore une fois, voilà, une répétition de la slide précédente pour bien comprendre le concept. À partir du moment où vous formalisez ces choses, vous pouvez le piloter. Et ce qui ne peut pas, enfin voilà, ce qui est informel ne peut pas être piloté. Donc vraiment formaliser, même si c'est des choses minimales, c'est-à-dire il vaut mieux une politique qui fasse 2-3 pages, qui donne les grands axes, qu'aucune politique ou que voilà, quelque chose d'informel où on ne va pas savoir exactement quoi contrôler. Il faut mieux contrôler 2-3 points comme il faut que de ne rien contrôler ou vouloir contrôler 150 points. C'est contre-productif. Vaut mieux se concentrer sur des choses concrètes, bien les maîtriser, et ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus... voilà, vous serez beaucoup mieux protégé comme ça que de vouloir appliquer, par exemple, tout un référentiel qui a 200 contrôles à mettre en place. Donc là, je vous ai donné 4 contrôles qui, selon moi, font vraiment la différence. Donc voilà, ce qu'on disait, les contrôles, c'est des mesures qui vont être appliquées pour justement sécuriser. Donc il y en a 4 qui, voilà, selon moi, sortent du lot. Il y a déjà les accès, donc c'est-à-dire qui a accès et à quoi il a accès. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre, c'est vraiment votre première porte d'entrée et c'est ce qui va aussi freiner les choses. C'est-à-dire, si vous donnez accès à tout le monde sans aucune restriction, forcément, vous imaginez bien qu'il y aura des problématiques à un moment donné. Donc, ça rejoint un petit peu, mais ça va être la segmentation. C'est-à-dire la segmentation, ça va être comment vous allez compartimenter vos informations, comment vous allez compartimenter vos usages. La traçabilité, ça va être tout simplement que tout ce qui est mis en place dans les systèmes puisse être revérifié ou regardé derrière. Donc ça, c'est important aussi. Et ensuite, la supervision. Donc on parlait du contrôle des mesures, justement. La supervision, ça va être s'assurer que les contrôles mis en place sont effectifs et sont bien respectés. Alors, un point important, donc on a beaucoup parlé de crise aussi. Donc, ce qui est important dans la crise, c'est de bien savoir à quel moment déjà l'incident est détecté. C'est-à-dire, si votre incident arrive à 3 heures du matin, quand est-ce qu'il est détecté pour la première fois? Est-ce qu'il y a une détection rapide? Est-ce qu'il y a une personne qui est appelée, qui est d'astreinte? Est-ce que on s'en rendra compte, si ça arrive un week-end par exemple, on s'en rendra compte que le lundi matin à 8 heures quand on arrive au bureau, etc. etc. Donc, il y a une première étape qui est la détection déjà de l'incident. Est-ce qu'elle est rapide ou pas?
Ensuite, il y a la décision, c'est-à-dire qui va arbitrer. Est-ce que ça a été clairement défini qui est en charge lors de la gestion de crise? Est-ce qu'on se dirige vers le DSI? Est-ce qu'on se dirige vers le RSSI? Est-ce qu'on se dirige vers la direction générale? Tout ça, c'est des choses qui doivent être préparées en amont. Et ensuite, la communication. Donc, on a parlé qu'il y avait une communication souvent générales qui doivent être faites, mais il y a aussi une communication interne. Donc, c'est-à-dire à quel point on garde la communication en interne, qui sont les personnes qui sont automatiquement intégrées, comment ça se passe et comment c'est orchestré tout ça. Voilà, bon, sans rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un peu les 3 grandes étapes d'une crise et qu'est-ce qu'il faut contrôler comme il faut et qu'est-ce qu'il faut préparer dans des scénarios de cybercrise. Maintenant, une donnée par rapport à ça, pour vous donner un peu un ordre d'idée, le coût moyen d'une violation de données, selon IBM, c'est 4,45 millions. Donc vous voyez que les attaques peuvent avoir des impacts très importants. Il y a eu une attaque faite par rapport à un compte VPN donc d'un employé qui a été... Alors, dans un casino aux États-Unis, en fait, il y avait un employé qui était présent, enfin, comme la majorité d'entre nous sur LinkedIn, et cet employé a été contacté en fait par rapport à ces informations publiques, et on a réussi à demander à sa place la réinitialisation de son mot de passe, ce qui a permis justement de rentrer dans le système et de hacker les machines à sous, parce que c'était un casino, et de réussir à faire une perte très importante. Je crois qu'on était dans les 200 millions, parce qu'il y a eu un arrêt d'activité, il y a eu une fermeture pendant plusieurs jours, etc. etc. Donc voilà, quand on vous dit un coût moyen, ça peut être beaucoup moins, bien sûr, il y a des choses qui sont beaucoup mieux maîtrisées, mais ça peut être aussi beaucoup plus dans le cas, par exemple, de ce casino. Alors maintenant, je vous ai donné quelques clés pour maîtriser un petit peu tous ces risques. On va voir aussi comment innover parce que, on l'a dit, l'IA, ça permet surtout des innovations. Donc, un modèle simple pour innover, il va être en 3 étapes. On va avoir un pilote généralement. Donc, un pilote, ça va être un cas bien particulier qu'on va choisir, qui va avoir un périmètre limité, qui va être très encadré. C'est-à-dire, par exemple, on va choisir 2 personnes d'un département qui travaillent sur un processus spécifique, par exemple de vente, et on va voir comment l'automatiser, comment intégrer l'IA. On va analyser donc un petit peu quels sont les risques, quelles sont les données qui sont touchées. Au niveau conformité juridique, qu'est-ce qui peut être impliqué s'il y a une problématique. Et ensuite, on va déployer. Donc, c'est-à-dire, on va faire un déploiement progressif. On va agrandir au niveau de l'équipe. Par exemple, si on reprend ce processus de vente, on va agrandir au niveau de l'équipe progressivement. On va superviser, on va voir si ça se passe bien. Et si ça se passe bien, on industrialisera, c'est-à-dire qu'on mettra à l'échelle de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu un framework, on va dire, simple qui vous permet de mettre en place rapidement des innovations. C'est-à-dire, vous allez commencer par un pilote, analyser comment ça se passe et déployer plus largement. Donc, quelque chose d'assez cohérent et logique. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Alors, ça, c'est assez complexe. C'est souvent ce qui est difficile. C'est de trouver un équilibre entre la gouvernance, le contrôle. C'est la même problématique avec la sécurité. Il faut qu'il y ait une sécurité qui soit importante et qui vous permette de garantir la sécurité de vos informations et de votre organisation. Mais en même temps, il faut garder une part d'innovation pour équilibrer et pour être compétitif. Donc voilà, donc il y a une innovation rapide qui est voulue avec l'IA. Il faut qu'il y ait une gouvernance et un contrôle pour quand même que ce soit fait comme il faut et assurer une performance durable. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver. Parce que sans gouvernance, on va avoir un risque qui n'est pas maîtrisé et ça va partir dans tous les sens. Et sans innovation, si on n'intègre pas l'IA dans notre entreprise, comme il y a quelques années, si on n'intégrait pas l'informatique et si on n'intégrait pas les ERP ou des choses comme ça, il y a une perte de compétitivité forcément par rapport à ceux qui le font. Donc il faut trouver et réussir à trouver ces équilibres. Voilà. Et donc en conclusion, vous avez 4 grands piliers d'un SI maîtrisé. C'est-à-dire que pour maîtriser correctement votre SI, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a discuté. Vous avez une grande partie de gouvernance, c'est-à-dire c'est définir les responsabilités, gérer les risques, s'assurer qu'il y a un cadre, justement, avec notamment la politique de sécurité des systèmes d'information et la politique d'usage IA. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont liées. C'est-à-dire que la gouvernance va inclure tout le cadre, va inclure le documentaire. C'est vraiment quand on parle de gouvernance au sens large, ça inclut toutes ces problématiques-là. Vous allez avoir des contrôles, donc 2 contrôles qui, selon moi, semblent les plus importants. C'est l'accès déjà, les accès qui sont maîtrisés, c'est-à-dire à qui on donne accès, et ensuite une supervision, c'est-à-dire on contrôle que les choses qui sont mises en place sont réellement appliquées et sont réellement mises en place dans l'effectif.
C'est-à-dire, ce n'est pas juste une mesure qui a été dite en comité. On a dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais derrière, il n'y a aucun suivi. Il faut un suivi et il faut que les choses soient contrôlées de manière continue. Et enfin, une phase de préparation. Donc, on a parlé de crise, mais c'est la préparation au sens large, c'est-à-dire mettre en place une gouvernance, mettre en place des documents, mettre en place des contrôles. C'est aussi de la préparation de crise voilà, pour des scénarios effectifs, des scénarios qui sont plausibles, qui, par rapport à vos activités, vous semblent cohérents, et une culture de la sécurité globale au niveau de votre organisation. C'est-à-dire que les gens soient formés, sensibilisés, qu'ils aient connaissance de tous ces éléments-là, parce que voilà, vous pouvez faire le meilleur cadre du monde et d'avoir les meilleurs outils du monde. Si vos utilisateurs ne sont pas au courant, c'est pas très pertinent. Voilà pour moi. Donc, je vais te laisser la main, Léa, avant de passer aux questions. Merci beaucoup Quentin pour ces éclairages. Donc effectivement, avant de passer à la partie questions-réponses, un petit mot rapide sur comment OO2 accompagne les organisations. Donc notre conviction, c'est que pour maîtriser un système d'information, il faut passer d'abord par la montée en compétences des équipes, donc par la formation. Et OO2 propose des formations sur le volet de la cybersécurité. Donc, on propose des formations avec et sans certification, comme sur le hacking éthique, par exemple, avec la formation CLEH. On propose la formation CISSP, des formations sur les normes ISO 27000, Cisco CCNA, etc. On propose également des formations sur la gouvernance des systèmes d'information, donc le pilotage des SI, mais également sur des normes européennes ou internationales comme DORA ou NIS2, et des formations sur l'application de l'intelligence artificielle dans les organisations. Donc à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique et organisationnel et utilisateur final. Tu peux avancer un slide, s'il te plaît. Voilà, donc très concrètement, vous avez ici une liste de nos sessions de formation sur la cybersécurité dans les semaines et les mois à venir. Donc, par exemple, comment devenir un RSSI performant, comment maîtriser les enjeux de l'IA et la cybersécurité au sein de l'entreprise, ou concevoir et déployer la politique de sécurité des SI. Donc, les dates que vous voyez, c'est les sessions inter-entreprises qu'on propose en classe virtuelle ou en présentiel à Dakar, au Sénégal. Mais on est tout à fait aussi en mesure de vous faire des offres sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques et chez vous, dans vos locaux, dans votre pays, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une formation dans ce domaine. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser vos questions du coup directement dans le chat. C'est ça, et on va y répondre. Alors, il y a une question sur comment nous contacter. Alors, je vais remettre du coup les informations de contact directement. Ce sera peut-être le plus simple dans le chat. Il y a également une question sur le devenir RSSI performant et piloter de la cybersécurité, c'est en présentiel ou en ligne? Donc oui, les deux. Pour l'instant, on la propose à Dakar en présentiel et en classe virtuelle, mais comme je disais, en fonction des demandes, des besoins, il est envisageable de l'animer aussi ailleurs en présentiel si besoin. Et oui, voilà, on va remettre la présentation peut-être avec l'adresse mail. Je la mets dans le chat également, c'est contact@oo2.fr. Oui, c'est ça, j'ai mis les contacts, je les ai mis dans le chat, vous pouvez le remettre aussi. Mais... Ah oui, pardon, je ne l'ai pas vu. Non, non, mais comme ça au moins. Alors, il y a une première question. Donc, les formations en stratégie IA sont-elles génériques ou ciblées par éditeur? Alors, c'est plutôt générique, mais il y a des exemples concrets selon les différents éditeurs.
Et après, c'est des choses qui peuvent être adaptées, c'est-à-dire si votre organisation utilise un outil spécifique et souhaite être formée sur cet outil-là, on peut voilà, adapter pour avoir quelque chose de lié à ce que vous avez besoin. Tout à fait. Et pour la question des coûts CEH et CSSP, je vous conseille de poser la question à l'adresse mail indiquée, comme ça on vous répondra avec les tarifs. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à l'IA de manière générale, par rapport à peut-être des contrôles ou des frameworks ou des choses que vous appliquez ou que vous souhaitez appliquer, ou d'autres questions relatives au sujet qu'on a traité aujourd'hui. Vous pouvez vous former sur tous les domaines, tous les métiers, et donc proposer une formation spécifique. Je ne suis pas sûre comment comprendre cette question, mais on peut effectivement former des profils plutôt techniques comme des profils plutôt utilisateurs final. Et on propose des formations un peu tout fait, on va dire, comme celle qu'on vient de vous présenter, mais on peut également faire des formations sur mesure en fonction de votre besoin spécifique et votre cible interne. C'est ça. Non, je pense que ça répond à la question. Et si jamais ça répond pas, la réponse est oui, sur tous les domaines du SI, en tout cas, on est capable de proposer des formations. Donc après, voilà, voir spécifiquement ce qui est plus intéressant. Vous avez de toute façon la liste des formations, donc ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est proposé. Sur le site O2, vous avez justement ce que les formations contiennent, les programmes, les différents modules. Donc ça vous permet de voir un petit peu sur tous les domaines qui sont couverts. Et si vous avez des besoins vraiment spécifiques, c'est des choses qui sont faisables si il y a un certain nombre de personnes intéressées. Je vois une autre question. Pour une agence étatique, qu'est-ce qui garantit la protection des données? Car nous avons l'habitude de uploader nos données pour analyse à des agents IA. Oui. Avec confidentialité. Alors, il faut savoir qu'au niveau des textes, il y a des textes internationaux et il y a des textes en fonction des pays. Donc, en théorie, en fonction des pays dans lesquels sont utilisés les IA, elles sont soumises dans tous les cas, ces textes, agence étatique ou pas. Donc, il y a un minimum, on va dire, garanti. Maintenant, c'est vrai qu'avec les États-Unis surtout, il y a la propriété des données. Alors, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, la propriété reste au niveau des États-Unis, peu importe le domaine d'hébergement. Donc, voilà, après, ça pose certaines questions par rapport à ça. Là, on rentre dans des questions plus techniques et plus juridiques. Mais en théorie, en tout cas, vous avez des textes, peu importe le pays quasiment dans lequel vous êtes. Il y a des textes internationaux, il y a des textes dans tous les pays quasiment à ma connaissance, en tout cas, liés à la protection des données personnelles. Donc, voilà, vous avez un minimum de confidentialité. Et après, il y a beaucoup, alors que ce soit les entreprises IA ou autres, qui rajoutent leurs standards de sécurité dessus, que ce soit des ISO ou autres, mais qui rajoutent des standards beaucoup plus élevés en termes de confidentialité, parce qu'eux aussi ont bien compris que forcément, les utilisateurs attendent à ce que leurs données soient protégées. Je vois une autre question là. Quels sont les outils IA les plus répandus en Afrique? ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Si vous avez une piste à cette question, cette tendance nous informe-t-elle sur les besoins les plus classiques dans notre environnement? Alors, je pense de toute façon de manière globale que ChatGPT, c'est vrai qu'il a été précurseur, donc il est largement plus utilisé partout, c'est-à-dire que, en termes publics en tout cas, que ce soit, peu importe quel pays à peu de choses près, je pense que ChatGPT est largement devant. Maintenant, c'est vrai que depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, ça commence à beaucoup plus se diversifier. On entend il y en a d'autres qui se sont mis à niveau aussi et il y a des nouvelles sorties. Donc c'est vrai que c'est mouvant, ça change beaucoup. C'est vrai que là, dernièrement, on a beaucoup parlé de Gemini et de Cloud qui reprennent le devant et qui prennent des parts importantes à ChatGPT. Il y a eu aussi une polémique avec la guerre en ce moment, avec l'implication de ChatGPT. Donc forcément, il y a eu un scandale par rapport à ça. Donc c'est pas, en termes de pub pour eux, c'est pas le meilleur élément commercial. Donc voilà, jusqu'à date, j'aurais envie de dire largement ChatGPT. Maintenant, les tendances sont en train de s'inverser.
Et bon, de toute façon, n'importe quel marché fonctionne comme ça, c'est-à-dire celui qui arrive en précurseur prend des parts importantes et après ça s'équilibre et voilà, ça se diffuse un petit peu dans tous les différents concurrents. Donc aujourd'hui, ça se diffuse de plus en plus. Et après, en termes d'usage, puisqu'il y a aussi la question des usages, enfin en quoi ça montre les besoins. Il y a beaucoup d'IA qui essayent de tout faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même des spécialités par rapport aux IA. Donc ça va surtout être en fonction des besoins de chacun. Je pense par exemple aux gens qui veulent faire du code ou aux gens qui veulent faire des choses bien spécifiques. Ils ne se tourneront pas forcément vers le même IA que quelqu'un qui va par exemple aider à rédiger ses mails ou aider à rédiger des documents. Donc voilà, en fonction aussi de ce que vous avez besoin, vous allez généralement vous rediriger vers l'un ou l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT faisait un peu tout et tout le monde se dirigeait vers lui. Maintenant, on commence à avoir des IA un peu spécialistes qui commencent à sortir. Et donc, je pense en tout cas qu'à terme, les gens se dirigeront vers l'IA qu'ils ont besoin pour un besoin spécifique. Très bien. Merci, Meili, pour les remerciements. C'était très clair, tant mieux. Autre chose, le principe de l'IA même, renseigner une base de données en fonction des questions-réponses, ne nous expose-t-il pas naturellement à l'insécurité? Ben oui, forcément, on dévoile beaucoup de choses. Et il y a même des choses qui sortaient. Il y avait un prompt qui était assez à la mode il y a quelques mois maintenant, qui demandait en fait à ChatGPT de faire son profil psychologique en fonction de tous les échanges qu'on avait eu avec lui. Donc ça vous montre un petit peu aussi tout ce qui est partagé et à quel point ça peut être dangereux parce que justement, on se rend compte que par rapport à tous les échanges qu'on a avec une IA, elle est capable derrière de nous faire un profil psychologique ou de nous connaître mieux que beaucoup de monde. Donc c'est vrai que généralement, on a peu de filtres et on demande beaucoup de choses à l'IA. Il y a eu pas mal de scandales aussi par rapport à ça, de gens qui avaient des dépendances à l'IA et qui discutaient avec eux. Donc c'est vrai que oui, naturellement, on va donner des informations qui sont potentiellement confidentielles. Donc ça, après, tout reste au niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire c'est à l'utilisateur de voir ce qu'il donne aussi comme information. Et indirectement, on s'expose en fait nous-mêmes. C'est-à-dire que si on ne donne pas d'informations ou qu'on reste dans un cadre contrôlé, on ne s'expose pas à grand-chose. Maintenant, si on lui raconte toute notre vie privée, toutes nos maladies pour avoir un avis par rapport à ce que des médecins nous ont donné, ou toute notre situation financière, bon, forcément, oui, on lui donne nous-mêmes en fait les clés de tout, quoi. Donc ça, oui, c'est un risque, mais voilà, ça revient à chacun de faire attention à ce qu'il donne à son IA préféré. J'aurais une autre question. Serait-il possible de vous contacter avec notre département de formation pour organiser une réunion afin de voir comment vous pouvez nous aider pour nos besoins de formation? Donc, la réponse est oui, bien sûr, avec grand plaisir. Envoyez un mail à contact@ou2.fr et puis on vous revient pour organiser un échange. Très bien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon on a légèrement dépassé. S'il y a une dernière question, on peut la prendre, mais sinon je pense qu'on va clôturer, hein, Léa. Ouais. Très bien, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Il y aura peut-être une dernière question. Alors on a une question, est-ce qu'on fait de l'audit? Donc oui. Donc la réponse est oui, on fait des audits. Et est-ce qu'on a un cabinet de formation en Guinée? On propose en tout cas des formations ou des services de consultance en Guinée. Après, il faut savoir que s'il n'y a pas forcément une présence physique, il y a possibilité de se déplacer en fonction des cas. Et sinon, il y a toujours l'option en ligne voilà, pour les formations. Donc il ne faut pas que la situation géographique soit un frein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions, et il y a toujours des manières de trouver pour satisfaire tout le monde. Très bien. Très bien, oui, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Écoutez, merci à tous en tout cas pour votre présence et pour vos différentes interventions. Et merci Léa. Merci à vous pour cette intervention. Et voilà, très bonne journée à tous. Et on poursuit nos échanges via contact@ou2 pour ceux qui le souhaitent. Parfait. Merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir.